Une île de la mort, un lac qui fait fondre votre peau, une route où une excursion d'une journée devient un piège mortel, et ma salle de bain après des sushis de station-service. Le monde est rempli d'endroits où un faux pas peut vous coûter la vie. Certains de ces risques sont évidents, d'autres passent aussi facilement inaperçus. Si vous aimez ces aventures géographiques, n'oubliez pas de vous abonner. Sinon, je remplacerai la latitude et la longitude par de vagues impressions. Numéro 23. L'île de la mort de la Grande-Bretagne. Saviez-vous que le Royaume-Uni avait son propre Tchernobyl ? Même ampleur de chaos simplement causé par un autre agent de destruction massive. Au large de la côte ouest de l'Écosse, à mi-chemin entre Gairloch et Holypool, se trouve l'île de Grignard. Personne n'y vit. Personne n'y vivra jamais. Les habitants du coin l'appellent l'île de la mort. C'était autrefois une zone sacrifiée, un endroit tellement endommagé par l'homme qu'il est pratiquement condamné à jamais. Et dans ce cas, le pire signifiait vraiment le pire. En 1941, le Royaume-Uni a eu une excellente idée. Tester des armes biologiques. Voici l'opération végétarienne. Et oui, c'était vraiment son nom. Les hommes en costume voulaient une arme à utiliser contre les nazis. Le plan était simple et terrifiant. Infecter des tourteaux de lin avec de l'anthrax, les larguer au-dessus de la campagne allemande, puis laisser la chaîne alimentaire faire le reste. Rien n'évoque mieux une stratégie brillante que de transformer des aliments pour le bétail en armes biologiques. L'île Grignard a été inondée de spores d'anthrax. Tous les animaux ont disparu en un rien de temps. Parallèlement, des millions de tourteaux de lin contaminés à l'anthrax étaient préparés pour être largués. Finalement, l'opération végétarienne a été abandonnée avant même d'avoir commencé. Mais l'anthrax est resté. Pour faire court, l'Écosse s'est retrouvée avec de la boue transformée en armes. Grignard n'a été complètement décontaminé qu'en 1990. Techniquement, c'est sans danger maintenant. Techniquement. Mais qui veut vraiment l'essayer ? Il pourrait y avoir une poche d'eau souterraine là-bas qui nous en veut. L'île de la mort est, au moins depuis 1990, une promenade de santé comparée aux autres endroits de notre voyage. Numéro 22. Paris. Ville de l'amour, des tours pointues et des catacombes. En octobre 2024, les zombies se sont levés. Pas vraiment. Mais des corps sont remontés d'anciens puits de carrière, où ils avaient été jetés à la fin des années 1700 et au début des années 1800, une poignée parmi les 5 à 6 millions de personnes estimées sous la ville. Rien de tel qu'une fosse commune sous vos pieds, pour une escapade romantique. Il y a même un panneau qui dit « Arrêtez, ceci est l'Empire de la mort, vraisemblablement en français ». 550 000 personnes viennent quand même chaque année dans les catacombes, mais il y a environ 300 km de tunnels sous la ville. Seule une petite section est ouverte au public. Vous pensez à les explorer ? N'espérez pas avoir du réseau, des gens disparaissent là-dessous. Comme les 2 adolescents qui ont disparu pendant 3 jours en 2017. Ça a toujours l'air amusant ? Au moins, dans les catacombes, tu restes à Paris. Et c'est une chaîne de montagnes dont tu ignores peut-être l'existence. Numéro 21, les montagnes mystérieuses. Les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas exactement ce pourquoi elle est connue, mais les monts Star, au nord-ouest, comptent parmi les moins connus de la planète. Des introvertis sous forme de crêtes. Les scientifiques estiment que des plantes et animaux inconnus pourraient s'y cacher, comme une boîte à surprise de la nature qu'on n'a pas encore ouverte. Mais il y a un problème. Une équipe néerlandaise a tenté d'explorer en 1959 et a rencontré un sérieux revers. L'altitude a paralysé leurs hélicoptères. L'un d'eux s'est même écrasé. Ils ont atteint le sommet du Puncak Mandala. Mais après l'accident d'hélicoptère, ils ont renoncé à cartographier le reste. Qui leur en voudrait ? Les géomètres font face à un autre défi, la météo. Il n'y a pas de station officielle ici, mais selon la méthode scientifique d'observation, c'est l'un des endroits les plus humides du monde. Plus de 998 cm de pluie par an. En somme, des glissements de terrain constants et des parapluies. Si vous envisagez d'y aller, les sites vous conseillent d'engager des guides locaux. Les panneaux routiers sont rares, et la ville la plus proche est Wamina, à 90 km. Nous avons déjà vu l'île de la mort en Écosse, l'empire souterrain des os à Paris, et les montagnes mystérieuses de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui défient les hélicoptères. Très bien, reprenons notre tournée des dangers. Rien de plus amusant que des endroits conçus pour vous tuer de façon toujours plus créative. Numéro 20, voici un trou bleu. Mais avant de crier « bombe », attends un peu. Ce sont des gouffres aquatiques, juste plus profonds, plus dangereux.
et bien plus loin de toute aide. Le plus profond est le trou bleu de Tamjob dans la baie de Chetumal, avec une profondeur de 420 mètres. Ce n'est pas uniquement négatif, ces trous contiennent des trésors. La plupart se sont formés il y a environ 20 000 ans, lorsque les glaciers étaient à leur maximum et que la mer était plus basse. Ce sont en réalité des grottes effondrées, ce qui signifie qu'elles regorgent de fossiles exotiques, une sorte de capsule temporelle signée par la nature, mais bien plus difficile à ouvrir. Mais y plonger, c'est chercher les ennuis. Les trous bleus n'ont pas seulement des courants imprévisibles. À mi-profondeur, ils contiennent une couche de sulfure d'hydrogène, le pire gaz que l'on puisse imaginer. Ça pue, c'est incolore, toxique, corrosif et inflammable. Si tu descends plus bas, tu ne trouveras même plus d'oxygène. Si tu es milliardaire avec des jouets à revendre, embarque simplement un sous-marin. Richard Branson l'a prouvé en 2019, en finançant une plongée en submersible dans le grand trou bleu du Belize avec un équipage de 3 personnes. Mais si tu n'as pas accès à ces ressources, n'essaie même pas. Numéro 19. Même les trous bleus les plus profonds ne font pas le poids face à la fosse des Mariannes. Elle est immense, s'étendant sur plus de 2500 km, mais c'est sa profondeur qui la rend mondialement célèbre. Le Challenger Deep plonge à 10,9 km de profondeur, c'est plus profond que l'Everest n'est haut. La Terre a retourné sa montagne à l'envers et l'a plongée sous l'eau. La fosse des Mariannes n'a même pas été découverte avant les années 1870 lorsque le HMS Challenger a jeté une ligne de sondage. La véritable exploration n'a commencé qu'au milieu du XXe siècle. En 1951, le navire de recherche Challenger 2 a mesuré le point le plus profond. 10 ans plus tard, les humains se sont dit « Eh, ça a l'air amusant ». L'océanographe suisse Jacques Piccard et le lieutenant de la marine américaine Don Walsh ont passé 5 heures à descendre jusqu'à un point juste au-dessus du fond marin. Apparemment, la piscine municipale ne suffisait pas. Là-bas, la lumière du soleil n'existe pas. Mais la vie, elle, existe, brillant dans l'obscurité, comme les néons de la fosse elle-même. La plus célèbre expédition a eu lieu en 2012. Le grand passionné du Titanic et réalisateur James Cameron est devenu la 3e personne à atteindre le fond. Il n'a pas trouvé Jack. À la place, il a découvert un écosystème unique. Le type d'écosystème dont les scientifiques espèrent qu'il pourrait prouver que la vie est possible sur des lunes glacées comme Europa. S'il cherche des formes de vie étranges, il devrait regarder dans mon frigo. Sans lumière, atteindre le fond est un vrai cauchemar. Et avec plus de 5500 livres par pouce carré, soit 377 fois la pression au niveau de la mer, la moindre erreur ne signifie pas un simple contretemps. Vous vous êtes donc porté volontaire pour la démonstration d'implosion la plus rapide du monde. C'est pourquoi la fosse des Mariannes restera inexplorée pendant longtemps. Ce n'est pas un mystère qui retient les gens. C'est simplement que cet endroit est en fait une sorte de compacteur industriel prêt à accueillir des volontaires qui ne veulent plus jamais revoir la lumière du jour. Maintenant, du fond de l'océan jusqu'au toit du monde. Numéro 18. Gravir le mont Everest est toujours dangereux, mais une voie rend le risque encore plus élevé. La cascade de glace du Khumbu, du côté népalais. En général, un glacier avance lentement, pas ici. Ce glacier glisse de 3 à 4 pieds par jour le long du flanc de l'Everest. Assez vite pour rappeler aux alpinistes que la montagne bouge, près ou non. Les alpinistes traversent la cascade de glace, mais devraient réveiller le vampire qui sommeille en eux. C'est plus sûr avant le lever du soleil. Le froid ralentit le glacier, donc l'aube est moins pour le paysage que pour éviter de se faire écraser. Et les crevasses, très mauvaise idée. Personne ne s'en approche, sauf pour en sortir quelqu'un. Ce qui est toujours un risque ici. Évitez tous ces dangers, et l'Everest a encore quelque chose dans sa manche. En 2014, l'une d'elles a tué 16 alpinistes népalais, et en a blessé 9 autres. Entre 1953 et 2016, 44 alpinistes ont perdu la vie de cette façon. Sur l'Everest, la montagne ne se contente pas de vous dominer. Parfois, elle s'effondre sur vous. D'accord, maintenant, faisons monter la température. Numéro 17. Regardez une carte des routes de la Russie et vous remarquerez quelque chose d'étrange. La péninsule du Kamtchatka n'en a aucune. C'est en fait assez drôle. Pendant des siècles, la Russie a cherché désespérément un accès à un port en eau chaude. Un accès facile aux océans du monde sans qu'un rival ne vienne le couper. Et voici la Kamtchatka, presque tournée vers le Pacifique, sans aucune route pour y entrer ou en sortir. La Kamtchatka possède bien un port,
Petropavlovsk-Kamtchatski, à son extrémité sud-est. La bonne nouvelle, il ne gèle pas en hiver. La mauvaise, il n'y a ni route ni voie ferrée vers le reste de la Russie. Donc en tant que point de déchargement, c'est comme avoir une allée sans maison au bout. Et cela s'explique par des forces bien plus profondes. Prenez du recul pour voir ce qu'il y a autour de l'océan Pacifique. Oui, c'est la ceinture de feu. Elle fait 40 000 km de long, 500 km de large, et elle est en colère en permanence. Ici, ont lieu les plus violents tremblements de terre du monde, et les 4 plus grandes éruptions volcaniques depuis la dernière ère glaciaire. En gros, c'est la bague d'humeur la plus dangereuse de la Terre, et la péninsule du Kamtchatka. En plein dessus, c'est le barbecue de mère nature, et vous ne voulez pas y assister. C'est l'un des endroits avec la plus forte concentration de volcans actifs sur Terre. La NASA en compte 29, ce qui veut dire que les petites éruptions et les coulées de lave ne sont pas rares ici. C'est pratiquement la météo locale. Allez-y, essayez de construire une route ici. Et si ça vous paraît déjà mauvais, attendez un peu. Vous avez déjà entendu parler d'une fumerole ? C'est une bouche qui crache des gaz volcaniques, et toute la bande débarque. Dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, tout le reste. À titre d'exemple, le dioxyde de soufre est l'un des principaux gaz sur Vénus, et la jumelle maléfique de la Terre reviendra dans cette histoire. La première mission à haut risque, grande expédition, a eu lieu en 1755. Stepan Krasheninnikov a publié sa description de la terre du Kamtchatka. De nos jours, c'est l'Académie des sciences de Russie qui s'occupe de la surveillance. Cela signifie qu'un groupe de scientifiques doit surveiller 29 volcans perdus au milieu de nulle part. En août 2025, le volcan Krasheninnikov, nommé d'après le premier explorateur audacieux du Kamtchatka, est entré en éruption pour la première fois depuis 600 ans. Rien de tel qu'un retour après 6 siècles d'absence. Numéro 16, la dernière frontière. Wolf Wichniak est parti à la recherche de la vie dans les vallées sèches de l'Antarctique et il l'a trouvée. Et non, ce n'étaient pas des manchots. Il a découvert des micro-organismes dans l'un des endroits les plus hostiles de la Terre. La toundra gelée n'était pas aussi morte qu'elle en avait l'air. Cela rendait la vie sur Mars un peu plus crédible. Mais le 10 décembre 1973, ses notes se sont arrêtées. Travaillant dans la bonne zone, il est tombé dans une crevasse en récupérant du matériel. Après avoir prouvé que l'Antarctique n'était pas sans vie, le continent lui a coûté la vie. Wichniak était l'un de ces explorateurs qui risquaient tout au nom de la connaissance, et cette fois, la maison a gagné. Étonnamment, les vallées sèches de l'Antarctique, à l'ouest du détroit de McMurdo, sont parmi les zones les plus étudiées du continent. La raison est simple. Il y a très peu de glace, ce qui en fait un emplacement de choix pour des bases permanentes comme la station McMurdo des États-Unis et la base Scott de la Nouvelle-Zélande, l'équivalent antarctique d'une propriété en bord de mer. Mais des bases permanentes ne rendent pas les vallées sèches plus faciles pour autant. Elles forment le désert le plus froid et le plus sec de la planète, avec à peine 10 cm de précipitations annuelles, moins que le Sahara. L'Antarctique est encore plus aride que le désert lui-même. Mais les conditions extrêmes ne s'arrêtent pas là. Cet endroit est considéré comme un analogue de Mars. Les vallées sont frappées par des radiations ultraviolettes à cause du cycle solaire extrême de l'Antarctique. 6 mois de quasi-obscurité, 6 mois de lumière ininterrompue. Idéal pour une résidence en multipropriété pour vampires. Et même avec peu de glace ici, tu n'es pas épargné. La glace qu'il y a ici renvoie les UV directement sur toi. L'Antarctique ne te donne pas seulement des coups de soleil, elle attaque directement ton ADN. Les humains ont empiré la situation ici. Dès les années 1930, Réfrigérateurs et Lacs ont créé un trou dans la couche d'ozone en Antarctique. La bonne nouvelle ? La couche d'ozone se rétablit. Son retour est prévu pour 2040 dans la majeure partie du monde. Pour l'Antarctique, ce sera plus tard. 2066. D'ici là, toute personne se rendant vers le sud devra faire face à l'exposition aux UV en plus de tout le reste. Ici, sans un soutien massif, la survie n'est pas seulement difficile. C'est impossible. Jusqu'à présent, nous avons vu des trous bleus remplis de gaz mortels, la fosse des Mariannes, surnommée le compacteur à ordures de la Terre, et la cascade de glace de l'Everest, version naturelle de la roulette russe au lever du soleil. Prêt pour plus de dangers, car la Terre n'a pas fini avec ses mauvaises idées. Numéro 15. Rendez-vous dans la dépression du Danakil en Éthiopie. Vous y trouverez ce qui fut autrefois la ville la plus étrange de la Terre, Dalol, nommée d'après un volcan local.
Des entreprises italiennes et américaines ont exploité des mines, mais le site a été abandonné dans les années 60. Pourquoi ? Il s'avère que vivre au-dessus de l'enfer n'était pas un plan à long terme. Si l'Antarctique est le congélateur, Dallol est le four. C'est l'endroit le plus chaud de la planète toute l'année, situé à 128 mètres sous le niveau de la mer, à une latitude tropicale. Les températures moyennes tournent autour de 34 degrés Celsius et peuvent grimper jusqu'à 48. En gros, c'est comme vivre dans un four réglé pour incinérer. Mais maintenant, Dallol a une route, ce qui est bien mieux qu'avant, où il fallait 2 jours à dos de chameau. Il reste ici des ressources précieuses comme le soufre, mais il faut agir avec prudence. En plus de la chaleur, les visiteurs peuvent rencontrer un vieil ami de Kamtchatka, les fumerolles. Elles crachent du dioxyde de soufre et du sulfure d'hydrogène, transformant l'endroit en un autre cosplay de Vénus. Un environnement où seuls quelques-uns osent s'aventurer. Passons au numéro 14, explorer l'Amazonie a toujours été l'une des épreuves ultimes. Cela a failli briser l'amateur d'ours en peluche et ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Et même lui n'a pas tout exploré. D'immenses parties de la forêt tropicale restent encore interdites, du moins pour ceux qui n'ont pas envie de mourir. Voici la vallée du Javari. Le gouvernement brésilien empêche la plupart des gens d'y entrer, et ce pour de bonnes raisons. C'est une région de la taille du Maine, presque entièrement inexplorée. Même les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui vit vraiment là-bas. Imaginez Jurassic Park, mais sans la boutique de souvenirs. Et les personnes qui sont allées l'explorer ont rapporté des rencontres hostiles avec des tribus non contactées. Du genre à tirer des flèches empoisonnées d'abord et à zapper les bavardages. La plupart ont fait demi-tour, message reçu. Sans expédition à l'horizon, ce morceau de forêt tropicale semble destiné à rester inexploré. La nature a mis le panneau « Ne pas déranger » à l'entrée de cette région. Numéro 13. La calotte glaciaire du nord du Groenland. Naviguer autour du cap de Bonne-Espérance était une bénédiction en demi-teinte. Bonne nouvelle, les Européens ont pu atteindre l'Asie sans les intermédiaires de la route de la soie. Mauvaise nouvelle, la route était longue, orageuse et jonchée de milliers d'épaves. Le progrès, version 15e siècle. L'Europe avait besoin d'une nouvelle route. Voici le passage du nord-ouest. Personne n'a réussi avant l'explorateur norvégien Roald Amundsen. Même lui, il lui a fallu 3 ans, de 1903 à 1906. Aujourd'hui, c'est plus facile grâce au réchauffement des mers, youpi, changement climatique et aux brise-glaces. Mais le nord du Groenland, toujours pas au programme. Je n'arrive pas à imaginer pourquoi. Sans surprise, presque tous les 57 000 habitants du Groenland vivant sur la côte sud-ouest, autour de la capitale, Nuuk. Au nord, Kenok, une ville d'environ 591 habitants, est surpassée en nombre par les Huskies. Hormis une base spatiale américaine et quelques chercheurs, personne ne s'y aventure. Et pour cause, en hiver, les températures descendent jusqu'à moins 58 degrés Fahrenheit. Elle contient assez de glace pour faire monter le niveau de la mer de 7,3 mètres, mais elle ne reçoit moins d'1 pouce de précipitations par an. En d'autres termes, vous êtes gelé, entouré de glace et d'eau, et pourtant vous mourrez de soif, tandis que le soleil au-dessus vous bombarde d'UV en continu. Mais certains aiment les défis. L'explorateur Robert Peary est arrivé le premier. Il a nommé Pearyland modestement. Il s'est inspiré des techniques de survie inuite, a construit des igloos et mené des traîneaux à chiens sur la glace pour atteindre le véritable pôle Nord. Ces efforts ont donné aux États-Unis un droit de revendication, qu'ils ont échangé contre quelque chose de plus chaud, les îles Vierges. On ne peut pas lui en vouloir. L'explorateur danois Knut Rasmussen est venu après, mais l'extrême nord du Groenland reste presque inaccessible. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, le nord du Groenland est frappé par les UV tout comme l'Antarctique. Le soleil d'été ne se couche jamais, et la glace renvoie les radiations directement vers vous. Peut-être que la folie des terres rares changera cela un jour, mais pour l'instant, seuls les professionnels les mieux préparés peuvent survivre ici. Tous les autres, grillés. Numéro 12, le lac acide d'Afrique. En Tanzanie, il y a un lac qui semble tout droit sorti de la Bible. Sérieusement, certaines parties brillantes d'un rouge sang. Tout cela est dû aux microbes, qui se baignent nus dans ces eaux salées et alcalines. Le pH dépasse 10. C'est aussi caustique qu'un nettoyant industriel. Tout animal qui meurt dans ou près du lac se transforme en momie calcifiée. C'est la boutique de taxidermie de la nature. Vous pensez tremper un orteil dans cette eau dangereuse. Félicitations, vous venez de subir des brûlures chimiques.
et ce n'est que l'échauffement. Comme si l'alcalinité ne suffisait pas, le lac Natron chauffe aussi jusqu'à 60 degrés Celsius selon les nerdonautes de la NASA. Il y a quelques campings à proximité, mais aucune base permanente comme en Antarctique. En d'autres termes, il est techniquement possible de le visiter si votre idée de vacances, c'est des brûlures chimiques et des coups de chaleur. Et il y en a encore beaucoup d'autres à venir. Vous trouvez que ces endroits ont l'air terribles. Attendez un peu. Certains endroits garantissent la mort, ou au minimum, de très longs démêlés avec la justice. Numéro 11. Faites une liste des endroits les plus dangereux du monde, et Tchernobyl y figure probablement. C'était la recette parfaite pour une catastrophe. Commencez par la pire fusion nucléaire de l'histoire. Ajoutez une zone d'exclusion de 30 km, mélangez avec 400 fois les radiations d'Hiroshima, et laissez reposer pendant 20 000 ans ne sert à personne. Étape bonus. Évacuez 300 000 personnes du jour au lendemain, et laissez le nombre de morts indéterminé. Les radiations à Tchernobyl ont assez diminué pour permettre le tourisme. Vous pouvez visiter si vous ne restez pas trop longtemps. Vous avez besoin d'un guide agréé. Oui, c'est un vrai métier. Mais certains endroits restent interdits, à moins que vous n'aimiez briller dans le noir. L'ancien site du réacteur en est un, tout comme le sous-sol de l'hôpital. C'est là que les premiers intervenants ont jeté leur équipement et leurs vêtements contaminés. C'est le pire bureau des objets trouvés du monde. Nous avons visité une ville montrant que vivre dans une fournaise est un mauvais choix urbain. Une région où les explorateurs reçoivent des flèches empoisonnées plutôt que des poignées de main. Et le nord du Groenland, où même les chiens s'interrogent sur votre venue. Nous avons atteint le top 10 et nous allons en enfer. Numéro 10. À Pamukkale, en Turquie, vous trouverez les vestiges d'un ancien temple grec et une porte de pierre que les habitants appelaient d'autrefois la porte d'Hadès. Ils n'avaient pas tort, ce ne sont pas des démons, mais pire encore. Une fissure souterraine rejette du dioxyde de carbone à des niveaux pouvant atteindre 53%. En 2013, les archéologues voyaient encore des oiseaux tombés morts en plein vol pour s'être approchés trop près. L'enfer sur Terre, preuves à l'appui. La Turquie l'a même ouvert aux touristes en 2022. Rien n'évoque mieux les vacances que de risquer une intoxication au dioxyde de carbone. Suivez les règles, gardez vos distances, et vous repartirez avec des photos. Ignorez-les, et c'est terminé pour vous. Numéro 9. Il y a un minuscule bout de terre dans l'océan Indien. Elle fait 5 miles de long, 4 miles et demi de large, et environ 23 miles carrés au total. Qu'y a-t-il là-bas ? Vous ne voulez pas le découvrir. La marine indienne la patrouille sans cesse, non pour protéger un trésor, mais pour tenir les intrus à l'écart. Ce n'est pas un site touristique, c'est l'un des derniers endroits vraiment sauvages sur Terre, avec des habitants qui n'ont absolument aucune envie de vous rencontrer. Les seuls habitants ici sont une tribu de l'âge de pierre, et ils n'acceptent pas les visiteurs. En 2018, le missionnaire américain John Chow a essayé de les convertir, et ils n'ont pas été impressionnés. En 2006, 2 pêcheurs indiens se sont trop approchés et ont subi le même sort. La morale de l'histoire, c'est que cette île applique une politique très stricte, aucun visiteur. Mais cela n'empêche pas les gens d'essayer. En mars 2025, un aventurier américain a même débarqué avec des cadeaux, du Coca Light et des noix de coco. D'une manière ou d'une autre, il s'en est sorti indemne. La tribu l'a laissé partir, mais pas les autorités indiennes. Il a été arrêté peu après, probablement à cause du Coca Light. Numéro 8, l'île Bouvet. Une île contrôlée par la Norvège se situe sur la route de l'Antarctique. J'insiste sur le mot « techniquement ». C'est l'île la plus isolée de la Terre. À quel point est-elle isolée ? Environ 1800 km au nord de la terre de la Reine Maude en Antarctique, ou comme le dit la NASA, à plus de 1600 km de nulle part. Ce n'est pas vraiment un slogan touristique accrocheur. Les voisins les plus proches, Tristan da Cunha, population, 238 habitants. C'est à environ 2250 km au nord-ouest. La côte la plus proche est celle de l'Afrique du Sud, à près de 2600 km. Disons simplement que si quelque chose tourne mal ici, les secours ne viendront pas. De toute façon, vous ne pourriez pas atterrir ici. L'île n'a aucun port sûr, et certainement pas d'aéroport. Ce n'est pas tant une destination isolée qu'un endroit d'où l'on ne repart pas. Et qu'est-ce que quelqu'un gagnerait à venir ici ? Probablement des poursuites judiciaires. Le gouvernement norvégien a fait de ce lieu une réserve naturelle. Alors,
Quel serait le bénéfice de vos efforts? Vous ne pourriez même pas vous vanter de votre voyage sur Instagram. Numéro 7. En 2008, l'Institut d'études géologiques des États-Unis a averti que 80 000 personnes se trouvent dans la zone d'explosion d'un volcan très capricieux, le mont Rainier. Il n'est pas encore entré en éruption, mais les scientifiques estiment que ce n'est qu'une question de temps. Cela n'a pas arrêté les foules. Entre 1950 et 2018 environ, 440 000 personnes ont tenté de l'escalader. 84 n'en sont pas revenus, dont 11 qui sont morts lors d'une seule avalanche en 1981. Et les glaciers du mont Rainier, ils abritent des grottes de glace où la lumière du soleil crée des tunnels arc-en-ciel. Ça paraît magique, jusqu'à ce que tu te rappelles qu'elles se trouvent à l'intérieur d'un volcan actif. Avec le réchauffement climatique, les glaciers du mont Rainier fondent rapidement. Cela signifie des effondrements spontanés. Le service des parcs nationaux avertit désormais clairement de rester à l'écart. Il n'y a pas que la glace qui tombe, les grottes accumulent aussi du dioxyde de carbone, comme la porte de la mort en Turquie. Sauf qu'ici, elles sont trop profondes pour tenter de retenir sa respiration. Les seuls visiteurs aujourd'hui sont des scientifiques casse-cou équipés de matériel spécial et de 20 minutes d'oxygène. Et même eux ont besoin d'une autorisation spéciale. Aussi dangereux que semble le mont Rainier, ce n'est qu'un avant-goût. Les prochains endroits sont plus que dangereux. Y aller, c'est pratiquement rédiger sa propre nécrologie. Numéro 6, l'habitat vénusien français. La France a sa propre version de Tchernobyl, et à certains égards, c'est pire. Même Tchernobyl a des panneaux d'avertissement. Dans la zone rouge du nord-est de la France, s'y aventurer sans surveillance, c'est ignorer sur quoi vous marchez jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le plus étrange, c'est que ce n'est pas un désert isolé. C'est en plein cœur de l'Europe. Et il y a un siècle, il y avait plein de villages ici. Puis, la Première Guerre mondiale a éclaté. 4 ans de guerre de tranchées, des millions de morts, et la ligne de front n'a presque pas bougé de quelques kilomètres. La terre ne s'est jamais remise, et les villages non plus. La zone rouge s'étend sur plus de 1200 km². Elle est centrée autour de Verdun, l'épicentre du bain de sang de 1916. Pourquoi reste-t-elle si mortelle aujourd'hui? Imaginez 1 milliard d'obus d'artillerie tirés pendant la Première Guerre mondiale, dont environ 30% n'ont pas explosé. D'immenses portions de la France et de la Belgique sont en fait de véritables champs de mines. Chaque année, 900 tonnes d'explosifs actifs sont déterrés lors de la récolte de fer. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, plus de 600 ouvriers ont été tués en faisant ce nettoyage. Et ce n'est toujours pas le pire. Le front de l'Ouest a aussi été inondé d'armes chimiques, gaz moutarde, phosgène, tout le reste. Hitler en a reçu une dose pendant la Première Guerre mondiale et, traumatisé, il refusa de les utiliser durant la Seconde Guerre mondiale. Ça devrait vous donner une idée de la gravité de la situation. Certaines portions de la zone rouge sont tellement imprégnées de produits chimiques toxiques qu'elles ont été comparées à la surface de Vénus. Et les armes ont cessé de tirer il y a plus d'1 siècle. Certaines zones ne seront pas sûres avant 7 siècles supplémentaires. Ceci est peut-être le sentier de randonnée le plus dangereux au monde. Et du sentier de randonnée de la mort, à sa version routière, numéro 5, la route des Yungas du Nord en Bolivie. Ça semble assez inoffensif. Il y a 64 km de La Paz à l'Amazonie. Facile, non? Sauf que La Paz se trouve à près de 3600 mètres d'altitude. La route descend de 600 mètres à chaque virage. Ajoutez 200 virages en épingle, un brouillard constant, des éboulements et aucune barrière de sécurité. Un faux mouvement. Et votre voiture cesse d'être une voiture. Elle devient le nouveau jouet de la gravité. Vous pouvez probablement deviner ce qui se passe ici. Jusqu'en 1994 environ, 300 personnes mourraient sur cette route chaque année. C'est comme si un avion de ligne plein s'écrasait tous les ans. Les choses se sont améliorées, mais pas beaucoup. En 1998, 18 cyclistes ont pédalé tout droit vers leur perte. Et rien qu'en 2011, 42 vies ont été perdues. Les touristes l'appellent la route de la mort. Pour la route, c'est juste un mardi. Numéro 4. De l'autre côté du continent se trouve une autre île sous surveillance navale constante. Pas d'anthrax, pas de tribu lanceuse de lances, juste quelque chose de pire. L'Isla da Camada Grande du Brésil, mieux connue sous le nom d'île aux serpents. Elle se trouve à seulement 21 miles de São Paulo. Elle appartenait au continent jusqu'à ce que la montée des eaux l'isole, ce qui n'était sans doute pas si mal. Les habitants restaient piégés. Des milliers de vipères fer-de-lance dorées venimeuses. C'est le seul endroit où elles vivent, ce qui explique pourquoi le surnom de l'île est d'une honnêteté rafraîchissante, l'île aux serpents.
L'île aux serpents, qui ne fait que 43 hectares, est heureusement interdite d'accès. C'est pour protéger les serpents, et surtout vous protéger. Les Bothrops insularis comptent parmi les serpents les plus venimeux au monde. Aucun cas de morsure humaine n'a été signalé, car personne n'ose s'y aventurer. Les habitants affirment qu'il y a un serpent par mètre carré. C'est probablement une exagération, mais qui va aller vérifier ? Nous avons vu une porte qui tue les oiseaux en plein vol, une route où la gravité l'emporte à chaque fois, et une île tellement remplie de serpents qu'elle transformerait Indiana Jones en ermite. Maintenant, il est temps de découvrir les 3 endroits les plus dangereux. Numéro 3, la caverne la plus sombre. Tu ne pensais pas que le top 3 débuterait en Géorgie, non ? Le pays, pas l'État. Krubera est la grotte la plus profonde connue dans l'ancienne nation soviétique. Elle descend à près de 2200 mètres de profondeur. Presque personne n'a atteint le fond. On l'appelle l'Everest des grottes, mais contrairement à l'Everest, personne n'a planté de drapeau au fond, comme sur un sommet mais à l'envers. Le problème ? Une pression atmosphérique si brutale qu'elle arrête net les expéditions. Et cela, avant même d'affronter près de 16 km de cavernes, d'impasses et de détours conçus pour gâcher votre journée à jamais. Krubera elle-même n'a pas fait de victimes, mais le massif d'Arabica, plus vaste, en a causé. En 2020, le spéléologue Sergueï Koziev est tombé dans la grotte voisine de Verjovkina, s'est retrouvé piégé et est mort d'hypothermie. Le récupérer n'a pas été facile. Il a fallu plus de 100 personnes, et une année entière. Soudain, ne pas atteindre le fond de la grotte Krubera prend tout son sens. Au moins, les grottes affichent clairement leur danger. D'autres endroits sont un peu plus sournois. Numéro 2, l'Ukraine a eu Tchernobyl. Et son camarade soviétique, le Kirghizistan, ne voulait pas rater la fête radioactive. Voici Milusu. Contrairement à Tchernobyl ou à la zone rouge française, ici ce n'est pas une zone d'exclusion. C'est une ville minière, et c'est ce qui la rend encore pire. Environ 26 000 personnes vivaient encore ici en 2021. Leur meilleure défense, la pauvreté. Ceux qui en ont les moyens partent. Tous les autres subissent les retombées. Entre les années 40 et 60, Milusu a extrait et traité plus de 10 000 tonnes d'uranium. Le meilleur minerai a servi aux réacteurs et bombes atomiques soviétiques. Les restes ? Une gestion soviétique classique. 23 décharges de déchets laissées sur une colline instable juste au-dessus de la ville. Un glissement de terrain pourrait tout empoisonner. Et aussi grave que cela puisse paraître, il y a quelque chose d'encore pire. Le 16 avril 1958, le barrage de résidus de Milusu a cédé, déversant 600 000 mètres cubes de déchets radioactifs dans la rivière. Et les catastrophes ne s'arrêtent pas là. En 1994, un glissement de terrain a bloqué la rivière, qui a ensuite débordé directement dans un autre réservoir de déchets. Aujourd'hui, Milusu est l'un des endroits les plus toxiques d'Asie. Les habitants racontent des histoires de cancer comme d'autres partagent des recettes familiales. Et les statistiques le confirment. À la fin des années 1990, les taux de cancer étaient plus de 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. Les enfants sont les plus durement touchés. Un adolescent sur 5 souffrait de troubles immunitaires en 2014. Dans une ville comme celle-ci, le danger n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous ne pouvez pas éviter. Les choses se sont améliorées. Un peu. Les écoles ont maintenant des filtres à eau, et des millions issus de l'aide internationale ont été consacrés au nettoyage, mais l'héritage demeure. Ici, le danger n'est pas un événement soudain, c'est un bruit de fond. La vie continue jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Milusu s'est infiltré sous terre pour répandre son poison, mais les grottes n'ont pas besoin de profondeur pour tuer. Parfois, il suffit simplement d'y entrer. Ce qui nous amène au numéro 1, la grotte Kitume du Kenya. Ce n'est pas la plus profonde, à un peu moins de 900 mètres, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui la rend terrifiante. En 1980, un Français y est entré et est rapidement mort dans d'atroces souffrances. 7 ans plus tard, un garçon danois a subi exactement le même sort. Ce n'est pas de la malchance, c'est la signature de la grotte. Alors, pourquoi c'est mort ? Les animaux entrent et sortent sans problème, même les éléphants. Mais la grotte de Kitume abrite aussi des chauves-souris frugivores égyptiennes, et leur guano transporte quelque chose de pire que l'anthrax, le virus de Marburg. Taux de mortalité pouvant atteindre 88%. Les 2 victimes auraient probablement inhalé le virus contenu dans du guano de chauve-souris en poudre qui recouvrait le sol de la grotte. Mourir en inhalant de la poussière de guano de chauve-souris, comme si les grottes avaient besoin d'un autre argument de vente.
Les spéléologues aiment généralement prendre des risques, mais même eux s'arrêtent à Kitoum. Il n'y a ni barrière, ni panneau d'avertissement autour de la grotte, et il n'y en a pas besoin. Tout le monde sait déjà ce qu'on gagne à y entrer. Une chance de 88% de devenir une curiosité médicale. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.